Bonjour et puis bon dimanche, bienvenue sur Regard d'Afrique. Alors surtout ne partez pas, vous êtes bien connectés sur la rétro de l'actualité. Alors chaque semaine on fait la rétro de l'actualité avec, n'est-ce pas, deux analystes. Ils viennent un peu découper, un peu essayer de voir en quelle mesure on peut faire des analyses, notamment concernant tout ce qui s'est passé cette semaine. Alors cette semaine a été, n'est-ce pas, marquée avec plusieurs actualités, notamment l'intronisation de Samuel Eto'o comme FON, n'est-ce pas, au Nord-Ouest. C'est quand même, n'est-ce pas, un idéal peut-être pour sa future carrière à la CAF. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Farel Ateba. Bonjour et puis bon dimanche. Merci, bonjour Odile, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est encore un plaisir pour moi d'être là ce matin pour donner de ma modeste connaissance, ma modeste expertise en ce qui concerne le fonctionnement de la République. Bon dimanche à toute la République. Voilà, on va essayer également de prendre cette actualité. On a essayé de parcourir, n'est-ce pas, les pages sur les réseaux sociaux. Nous avons vu, n'est-ce pas, sur la page d'un lanceur d'alerte et également plusieurs articles dans plusieurs médias où on évoque le CFCE, dont le Centre de formalité de création des entreprises. Alors, il se pourrait qu'il y aurait une certaine mafia qui était bien organisée par plusieurs personnes, notamment le chef de centre qui serait, n'est-ce pas, en l'occurrence, la personne, n'est-ce pas, mise en avant concernant certains entrepreneurs qui aujourd'hui se plaignent d'être des fois surfacturés et de payer certaines sommes qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas appropriées, notamment concernant ce décret de 2010 du ministère, du Premier ministre qui, n'est-ce pas, a décidé de créer le centre de création, de formalité de création d'emplois, d'entreprises. Alors là, aujourd'hui, on voit quand même des entrepreneurs très énervés, n'est-ce pas, très remontés, qui demandent au chef de l'État, qui demandent à la DGI et qui demande aux administrations camerounaises de pouvoir jeter un regard là-dessus, parce que là, il s'agit, là, n'est-ce pas, d'un suivi concernant leur projet de vie. Alors, selon vous, Monsieur Farel Ateba, que peut-on penser, n'est-ce pas, de cette sortie de certains entrepreneurs et puis ces plaintes qui ont été constatées face au chef de centre, notamment concernant l'augmentation des timbres? Alors, vous faites bien de l'évoquer ce matin. C'est un dossier qui fait les choux gras de la presse et sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est surabondamment commenté, relayé par les lanceurs d'alerte, les influenceurs. Il s'agit en effet d'un présumé détournement des frais de timbre et droits fixes d'enrichissement au centre de formalité des créations d'entreprises. Un scandale financier qui met au centre le chef de cette institution. Eh bien, il nous a été rapporté, puisqu'on s'est décidé, n'est-ce pas, d'aller sur le terrain, n'est-ce pas, question d'avoir plus d'amples informations. Eh bien, il nous a donc été rapporté que de ce côté-là, non seulement les frais de timbre seraient détournés, également, il se trouve que les usagers, n'est-ce pas, sont rackettés par le personnel de cette institution et également au niveau de la constitution du dossier. Vous savez bien que cette institution existe depuis 2010, n'est-ce pas, sur la base du décret du Premier ministre qui fixe, n'est-ce pas, le fonctionnement et surtout l'organisation de cette institution. Malheureusement, à l'épreuve de la réalité, l'on se rend compte que, n'est-ce pas, ce qui a été indiqué, ce qui a été préalablement défini par le Premier ministre n'est pas exécuté sur le terrain. Alors, la loi prévoit que lorsque vous demandez vous sollicitez la création d'une entreprise au centre de formalité de création d'entreprise, vous devez fournir 3 exemplaires du dossier. Et ce qui fait 3 timbres à raison de 45 000 francs. Malheureusement, ce qui se fait sur le terrain, c'est que on vous impose 5 dossiers. Ce qui fait que vous êtes obligé de payer non pas 45 000, mais plutôt 150 000 francs CFA. Tout à fait. Alors, il se trouve donc que malheureusement, cet argent perçu, ce trop perçu, cette surtaxation perçue n'est pas reversée au trésor public, selon ce qui se dit sur le terrain. Alors,
où va cet argent? Imaginez donc, selon les statistiques, cette institution reçoit en moyenne 8000 dossiers par an. Alors, si nous faisons donc le ratio 45 000 francs fois 8000 dossiers, imaginez ce que ça peut donner par an. Et nos sources interrogées sur le terrain nous font comprendre que c'est une pratique qui date depuis 2020. Alors, de 2020 à 2025, le chef du centre de formalité de création d'entreprise serait incapable de justifier non seulement les frais de timbre et de taxes d'enregistrement, et aussi, selon ce qui nous a été rapporté, puisqu'on lui aurait demandé, n'est-ce pas, de justifier, n'est-ce pas, l'argent qui a été perçu, elle aurait fourni un bout de papier. C'est-à-dire que les États sur un bout de papier. Imaginez, on vous demande de justifier l'argent que vous avez perçu dans une institution pendant 5 ans. Ou 4 ans, vous fournissez un bout de papier. Ça n'atteint même pas, c'est pas un papier format, hein, un bout de papier. C'est-à-dire qu'un format A5, comme pour dire que voilà ce que vous avez enregistré. Ce qui paraît aux yeux de certains experts comme étant une filouterie, ou j'ai envie de dire une flibusterie qui mérite d'être dénoncée. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, étant donné que le chef du centre de formalité de création d'entreprise fait la sourde oreille, n'est-ce pas, aux sollicitations des hommes de médias que nous sommes, il a été donc de bon temps de mettre l'affaire sur la place publique. Et aujourd'hui, selon ce qui nous a été rapporté, n'est-ce pas, la dame serait assise désormais sur des braises, puisqu'elle est, n'est-ce pas, interpellée de part et d'autre. Je voudrais indiquer au passage que le tribunal criminel spécial avait déjà secoué cette institution par le passé, et le personnel de cette institution-là n'a pas retenu la leçon. Et nous interpellons une fois de plus le directeur général des impôts, monsieur le ministre des Finances, monsieur le directeur général du Trésor. Lorsque vous mettez en place une institution, il est judicieux de questionner, j'allais dire, de suivre le fonctionnement de cette institution minutieusement. Malheureusement, ce qui se fait du côté du centre de formalité de création d'entreprise s'apparente à une épicerie. C'est-à-dire que là-bas, les gens confondent l'argent du contribuable camerounais à leur argent de beignet, à leur argent de pause. Ils en font ce qu'ils veulent. Et nous pensons que cela doit s'arrêter. Nous interpellons les autorités de la République. Nous interpellons, d'ailleurs, au moment où j'entrais dans ce studio, l'on m'informait encore que le contrôle supérieur de l'État, je veux dire une mission du contrôle supérieur de l'État serait éminemment annoncée de ce côté-là. Vivement donc que les auteurs de ces actes-là soient traqués et punis conformément à la loi. Parce que le chef de l'État, lors de son adresse à la nation en décembre 2023, avait annoncé une lutte acharnée, n'est-ce pas, contre les prévaricateurs de la fortune publique. Et lorsqu'on parle de la prévarication de la fortune publique, il ne s'agit pas ici de ceux qui ont été nommés par décret présidentiel. Même ceux qui ont été nommés par ceux qui bénéficient aujourd'hui du décret présidentiel, je vais parler là des collaborateurs des ministres, les collaborateurs des directeurs généraux, doivent rendre compte parce qu'ils sont au service de l'État, ils sont au service du contribuable camerounais. Lorsque vous percevez l'argent que vous devez reverser au trésor public, faites-le dans les règles de l'art. Lorsque vous prenez l'argent pendant 4 ans et vous êtes incapable de justifier l'utilisation de cet argent, il y a problème. Et la question ici est celle de savoir s'il est avéré aujourd'hui que ce que la presse dit, n'est-ce pas, contre cette dame, je vais dire, n'interpelle pas, ou du moins les autorités ne prennent pas cela en compte. On est en droit de se poser la question, qui protège cette dame? Qui soutient cette dame au point où aujourd'hui, elle est toujours à la tête de cette institution? Faites le ratio, 45 000 francs fois 8 000 dossiers par an, en raison de 4 ans ou 5 ans, ça fait combien? Nous sommes à plusieurs milliards là. Attention, cet argent peut aider à construire, n'est-ce pas, des projets. D'ailleurs, Dieu seul sait le nombre de projets que le gouvernement camerounais entend exécuter en 2025. Dieu seul sait, n'est-ce pas,
ô combien le quotidien des Camerounais est difficile. Cet argent peut donc aider les Camerounais à résoudre un certain nombre de problèmes, encore que l'on entend parler, n'est-ce pas, en 2025, dans le cadre du budget de cette année, n'est-ce pas, l'on entend évoquer l'amélioration du cadre et des conditions de vie des citoyens. Avec quoi on va donc le faire si les gens se permettent de dilapider, j'allais dire, d'utiliser l'argent du contribuable camerounais comme ils veulent, comme ils pensent? Je crois qu'il faut sanctionner ce type de comportement. Nous interpellons le ministre de la Défense une fois de plus, le directeur général du Trésor, le directeur général des Impôts, et pourquoi pas la présidence de la République? Tout à fait. Et pourquoi pas la présidence de la République? Voilà donc une institution qui va bientôt faire banqueroute parce que les usagers ne savent plus à quel sens se vouer. Oui. Les contribuables ne savent plus à quel sens se vouer. Les chefs d'entreprise, si les chefs d'entreprise... Les chefs d'entreprise, je ne vais pas vous couper, on dit, voilà, c'est 72 heures normalement le délai, mais ils font des fois 3 à 4 semaines. Et ceux qui ont les SARL, voilà, n'arrivent même pas à créer des entreprises. Voire 2 mois pour un simple dossier que vous devez... Il y a des surfacturations. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Normalement, c'est 45 000 francs. On vous, en 2 jours, vous avez votre dossier. Mais vous vous retrouvez en train d'attendre votre patente, votre matriculation après 2 mois. Mais finalement, le temps perdu là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un préjudice que vous êtes en train de causer à ces chefs d'entreprise qui va utiliser la main d'œuvre locale, ces Camerounais qu'il va employer? Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait aider d'autres familles? Alors moi je pense, Odile, que nous ici, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission, c'est pas qu'on en veut, n'est-ce pas, au chef du centre de formation et de création d'entreprise, que non. Au contraire, notre interpellation va dans le sens de l'amener à améliorer sa gestion, à revoir sa gestion, à justifier aussi, voilà, n'est-ce pas, l'utilisation de l'argent perçu. Parce qu'au trésor public, il n'y a pas de trace, selon ce qui nous a été rapporté. Au trésor public, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de frais enregistrés là-bas, il n'y a pas de frais reversés là-bas. Où va donc cet argent? Alors, si l'argent va dans les poches des individus, à qui les chefs d'entreprise vont donc se plaindre? Les documents qu'on donne aux chefs d'entreprise sont-ils authentiques? Autant de questions qu'on se pose. Voilà, merci Monsieur Farel Ateba. On va dire bonjour Nessa, Monsieur Adelin Ebengue, et puis bienvenue sur Regard d'Afrique TV. Bonjour, la ravissante Odile. Je tenais à vous dire personnellement que vous êtes ravissante ce matin. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne républicaine qui nous suivent. Voilà, tout à l'heure, nous avons évoqué le CFC, le Centre de formalité des créateurs d'entreprise aujourd'hui, qui se voit un peu débouté avec certains entrepreneurs qui se plaignent également. Une petite enquête a été menée selon M. Farel Ateba par certains journalistes, notamment concernant la gestion du CFC, qui aujourd'hui semble créer problème. Alors, que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette sortie, de ces lanceurs d'alerte, ces journalistes qui, n'est-ce pas, ont pris à partie, n'est-ce pas, les plaintes des entrepreneurs? Tout simplement, si les faits sont avérés, il faudrait que les responsables payent le prix. C'est-à-dire qu'on les mette face à la rigueur de la loi. Il serait quand même compliqué dans un pays où on n'a pas encore atteint l'émergence de pouvoir s'accaparer des biens et puis retarder même les évolutions des procédés des autres. Lorsqu'un dossier qui est censé faire 48 heures se retrouve à faire 2 mois dans un bureau, étant donné que cette personne a besoin de son établissement pour pouvoir souscrire à 72 heures, c'est le timing prévu. Oui, je suis donc en train de dire, au lieu de 72 heures, on se retrouve à 2 mois, alors que l'entrepreneur qui pourrait aller solliciter un marché quelque part et il se retrouve qu'il n'a pas encore sa documentation. Quel manque à gagner pour celui-là qui allait utiliser des Camerounais? Donc, au niveau des détournements, moi je pense que on devrait traiter sans état d'âme. Les fautifs de cette affaire doivent rendre gorge. C'est tout simplement cela. C'est aussi simple que ça. Oui. Vous avez un dernier mot, Farel, face à cette démesure? Odile, je voudrais dire que si aujourd'hui avéré que les frais de timbre et les frais d'enregistrement sont détournés, il est tout simplement question de sanctionner les auteurs de ces actes-là. Il y a des Camerounais qui sont assez compétents pour diriger cette institution. Si ces dames
dame est encore à la tête de cette institution, c'est bien justement parce qu'elle est compétente, mais malheureusement, on ne peut pas, n'est-ce pas, être compétent. On se rend compte, hein, on ne peut pas être compétent et avoir également une moralité douteuse. Hein? Tout ça, on tout aurait ça appris que certains journalistes auraient été même menacés selon certaines sources. De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Pourquoi on accuse, on menace, on harcèle les journalistes? Le journaliste fait son travail. J'ai indiqué tout à l'heure que moi particulièrement, j'ai interpellé le chef du centre de formation de création d'entreprise. Elle n'a pas daigné répondre à ma sollicitation. Je ne sais pas si c'est le cas avec les autres confrères. Donc, forcément, j'estime que, n'est-ce pas, son attitude démontre à suffisance, comme on dit habituellement, qui ne dit mot consent, n'est-ce pas, son attitude démontre que cette dame, n'est-ce pas, elle se reproche elle-même de beaucoup de choses et que, une fois de plus, nous interpellons, n'est-ce pas, les personnalités qui sont comment je vais dire, qui supervisent le fonctionnement de cette institution-là. J'ai indiqué tout à l'heure le ministère de la Défense, le ministère des Finances, pardon, qui assure la tutelle, la direction générale des impôts, la direction générale du trésor. Et il y a également un autre pan de l'affaire. Oui. Les greffiers qui représentent le ministère de la Justice, je vais dire le centre administratif, n'est-ce pas, au sein de cette institution, seraient également impliqués dans ces magouilles. C'est-à-dire que les droits d'enregistrement, n'est-ce pas, ne seraient pas aussi reversés. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les droits de timbre ne sont pas reversés. Les droits d'enregistrement ne sont pas reversés. Alors, ça veut donc dire que c'est un trio. C'est-à-dire le chef de centre et les deux greffiers, puisque c'est deux greffiers qui représentent le centre administratif. Alors, s'il n'y a donc pas reversement, où va cet argent? Mais c'est simple. Si madame le chef de centre de formation de formalité de création d'entreprise estime qu'elle est diffamée, mais qu'elle monte au créneau, qu'elle présente, n'est-ce pas, un document qui présente, je vais dire, qui décline succinctement les reversements au trésor public de 2020 à 2024. Étant donné que c'est simple. Si elle ne se reproche de rien, elle est libre de se plaindre. Elle est libre de se plaindre. Elle est libre de se plaindre. De fournir les preuves. C'est-à-dire que les journalistes qui ont eu à dénoncer, qu'elles saisissent même le procureur, qu'elles saisissent au Conseil national de la communication pour dire que, mais attendez, ces gens disent que je n'ai pas reversé les droits de timbre et les droits d'enregistrement au trésor public. Voilà les preuves de 2020 à, je vais dire, de 2020 à 2024. Hein, voilà les preuves. Mais c'est simple. Si ce n'est pas fait, c'est tout ce qu'on attend. Autre chose. Voilà. Il nous a même été rapporté que la représentante de la direction générale des impôts lui aurait adressé une demande dans le sens de lui dire, mais il faudra penser à justifier, n'est-ce pas, les frais perçus. Jusqu'à ce jour, aucune réponse. Alors, ça veut dire, aussi, au cas où c'est vrai, ça veut dire que, n'est-ce pas, cette dame, je l'ai dit à certains confrères, cette dame ne travaille pas seule. C'est toute une chaîne. Vous ne pouvez pas détourner un raison de près de 8000 dossiers à raison de 45 000 francs le dossier, 8000 dossiers par an, et vous le faites pendant 4 ans, sans qu'on ne vous interpelle. Si vous ne reversez pas l'argent au trésor public, mais le directeur général du trésor va vous interpeller, le directeur général des impôts va vous interpeller, hein, le ministre des Finances va vous interpeller, le centre administratif va vous interpeller. Mais s'il n'y a donc pas d'interpellation, Odile, ça veut dire que au ministère des Finances, à la direction générale du Trésor, à la direction générale des impôts, les gens seraient impliqués dans cette affaire jusqu'au cou. Et il faut donc remonter toute la chaîne. J'ai envie de dire, il faut même démonter cette chaîne. J'interpelle, n'est-ce pas, les services de renseignement, n'est-ce pas, pour que cette information puisse arriver à la haute attention du chef de l'État dans le cadre d'un bulletin de renseignement, parce qu'il est hors de question que lorsque nous ici, nous dénonçons non seulement les mauvaises conditions de vie des Camerounais, nous dénonçons ceux qui n'est-ce pas, détournent l'argent du contribuable camerounais, et que certains individus, n'est-ce pas, soient encore en train de se pavaner, en train de faire ce qu'ils veulent, au grand mépris de la loi. On dirait que, n'est-ce pas, l'opération Épervier, c'est une opération de 2 poids, 2 mesures. On combat
combat certains et on laisse l'autre. Comme quelqu'un a dit, les vrais voleurs sont libres et les innocents sont en prison. Nous ne voulons pas cette disparité-là, n'est-ce pas, dans notre société. Nous voulons une société d'équité, une société où nous sommes tous égaux, n'est-ce pas, face à la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes protégés par X ou Y que vous pensez que vous pouvez détourner des milliards de francs CFA, n'est-ce pas, sous le regard, n'est-ce pas, des Camerounais qui souffrent. Ces Camerounais qui veulent, n'est-ce pas, voir le développement. On va donc se développer avec quoi? On va construire notre pays avec quoi? Lorsque vous détournez l'argent pour aller construire les maisons dans votre village, comme c'est une femme, c'est sûr qu'elle a certainement des choses qu'elle nourrit là-bas du côté de Dubaï. Je ne vais pas parler de ça. De toutes les façons, moi, je pense que les autorités doivent prendre les mesures qui s'imposent, n'est-ce pas, pour que la saignée soit stoppée du côté du centre de formalité de création d'entreprise. Oui, alors Farah Lateba, on va ici évoquer également, vous êtes journaliste, notamment l'appui à la presse privée qui aujourd'hui continue de semer des troubles et puis faire beaucoup parler. Alors selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, Odile, c'est un autre scandale. C'est un autre scandale, j'allais dire un scandale de trop. Décidément, le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays de scandale. Le Cameroun est dans la déliquescence. Le Cameroun est s'apparente, n'est-ce pas, à une épicerie. Quelqu'un parlait de la République bananière, je ne vais pas le dire, mais nous devons regretter ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Voilà encore un autre cas que vous évoquez. Dans les couloirs de la presse camerounaise, il y a des gorges chaudes. L'on entend des gorges chaudes, j'allais dire des cris d'orfraie des hommes de médias suite à l'opération de répartition de l'aide publique à la presse privée. Le réseau des patrons de presse du Cameroun, le REPAC, est monté au créneau dans un communiqué pour dénoncer, n'est-ce pas, l'attitude, la posture du ministre de la Communication dans le cadre de la répartition de l'aide publique à la presse privée. Et il se trouve, Odile, que ce qui a été évoqué par le REPAC est que certains directeurs de publication, n'ayant même pas déposé le dossier, le dossier en bonne et due forme, auraient perçu de l'argent, auraient reçu des virements d'argent dans leur compte bancaire. Autre chose, les journaux qui ne paraissent pas, les radios qui ne fonctionnent pas, les télévisions qui ont à peine un téléspectateur auraient perçu beaucoup d'argent aux grandes dames de ceux-là même qui s'échignent au quotidien pour fournir la bonne information aux Camerounais. C'est donc le cas des patrons de presse, certains patrons de presse qui dénoncent, n'est-ce pas, cet état de choses. Et je voudrais ici saluer, n'est-ce pas, le sens du patriotisme et surtout de bravoure dont on fait montre certains directeurs de publication. Et je voudrais saluer, n'est-ce pas, l'engagement de notre confrère Samuel Bonjour qui a, n'est-ce pas, porté cette affaire sur la place publique. Je pars donc de là pour dire que à l'époque du ministre Issa Chiroma Bakari, le prédécesseur de l'actuel ministre, Issa Chiroma Bakari est celui-là qui a pu contenir la presse, qui a pu satisfaire la presse, qui a pu amener les journalistes à aimer une fois de plus leur métier. Parce qu'à l'époque du ministre Issa Chiroma Bakari, il y avait certes des disparités, il y avait certes cette disparade, mais en réalité, ce n'était pas assez visible. Le ministre Issa Chiroma Bakari s'arrangeait à ce que celui qui n'a pas été satisfait dans le cadre de l'aide publique à la presse privée soit satisfait dans le cadre des communications gouvernementales. Tout à fait. Ça, moi particulièrement, je sais de quoi je parle parce que j'en ai bénéficié. Je suis de ceux des journalistes qui disent, moi je reconnais avoir été soutenu par le ministère de la Communication à l'époque du ministre Issa Chiroma Bakari. S'il y a un journaliste à Yaoundé qui vous dit que lors des communications gouvernementales, il n'a pas été satisfait, j'ai envie de dire, tu mens. Comme au quartier, tu mens mon frère. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'argent, je vais dire, la somme que le ministre, la cagnotte que M. Issa Chiroma Bakari mettait à la disposition de la presse privée, à l'époque, était déjà à près de 300 millions de francs CFA. Mais de nos jours, on oscille entre 100 et 120 millions. Mais où est passé l'autre argent? Autre chose, lorsqu'on vous dit que sur les 120 millions, à peine
une vingtaine de directeurs de publication auraient perçu l'argent. Où va donc l'autre argent? Où va donc l'autre argent? Hein? Ça veut dire en réalité que il y a donc certains individus, certaines personnes là-bas du côté du ministère de la Communication, n'est-ce pas, qui se sucrent, permettez-moi de le dire comme ça, sur le dos des Camerounais qui, n'est-ce pas, s'arrangent à se satisfaire, n'est-ce pas, de la souffrance des hommes de médias que nous sommes. Combien de journalistes sont payés au Cameroun? Combien? Sur 10 journalistes, je l'ai dit ici, 8 sont payés. Mais avec quoi on va donc payer les journalistes? Quel est votre plaidoyer aujourd'hui? Je voudrais dire au ministre de la Communication que, monsieur le ministre, d'abord c'est une proposition. Dans le cadre de l'aide publique à la presse privée, ne demandez pas aux gens de venir déposer les dossiers. La loi a déjà défini, il y a un texte qui définit les conditions pour bénéficier de l'aide publique à la presse privée. Vous-même, vous savez, vous pouvez faire le monitoring. C'est pour cette raison que la direction de l'Observatoire des médias de l'opinion publique existe. Il y a même la direction de développement des médias privés existe là-bas. Vous pouvez faire le monitoring pour savoir les médias qui sont actifs. Les médias audiovisuels et les médias cybernétiques et la presse écrite, vous savez quels sont les médias qui sont sollicités par les Camerounais. Ce sont ces médias-là que vous devez primer. Ne faites pas les choses dans le but de satisfaire les amis, les copains, les coquins, les amis des réseaux. Non, il faut satisfaire, il faut reconnaître, saluer les efforts de ces médias, n'est-ce pas, qui se battent contre vents et marées pour rester debout, pour satisfaire les Camerounais. Regardez une chaîne de télévision comme Regarde Afrique. Malheureusement, on vous dit que Regarde Afrique n'a rien eu. Mais ça ne s'explique pas. C'est une absurdité. Mais j'ai même envie de dire que c'est une insulte. Comment vous expliquez ça? Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un média qui s'appelle Tantampion, la Corico. Mais qui aurait bénéficié de 1 200 000 francs? Il fait comment pour avoir cet argent? Maintenant, monsieur le ministre, c'est révoltant. Nous sommes dans une république où nous sommes tous fils de cette nation. Nous voulons tous bénéficier les fruits de la croissance. Ne pensez pas qu'il y a des Camerounais qui sont au-dessus des autres. Vous ne savez pas ce qu'un patron de presse, un chef d'entreprise comme celui de Regarde Afrique dépense par jour, par mois, par an, pour satisfaire non seulement les employés, il a un loyer à payer, il a les équipements, il fait comment? Pour bénéficier de la subvention venant de l'État, même si c'est 1 million de francs CFA, mais c'est beaucoup. Mais vous attendez qu'il vienne déposer un dossier, non seulement pour monter le dossier de demande de l'aide publique à la presse privée, monsieur Bengue, c'est pas moins d'1 million de francs CFA. Allez voir ce que les gars des impôts font aux patrons de presse. On parlait tout à l'heure du centre de formalité de création d'entreprise. Allez voir ce que ces gars font aux patrons de presse, seulement pour avoir un dossier fiscal à jour. Maintenant, pour avoir l'aide publique à la presse, ils vont vous demander d'avoir un dossier à jour à la CNPS. Allez voir ce que les gars de la CNPS font aux patrons de presse. Hein? Alors, combien de journalistes sont enregistrés à la CNPS? Combien de patrons de presse déclarent les impôts? Ils vont même déclarer les impôts qu'ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Mais alors, moi, je pense que le ministre, ce qu'il doit faire, c'est d'appeler ceux qui se battent. Ils peuvent faire le monitoring là-bas. Il y a les médias qui sont en vue, il y a les médias qui fonctionnent, qui résistent. Mais qu'on les appelle et qu'on leur dise, allez constituer le dossier. Qu'on n'attende pas que les amis, qu'on appelle les petits amis au quartier, allez faire le dossier et puis on se partage l'argent dans les couloirs. Non, c'est ce genre de choses que nous dénonçons. Nous pensons que dans ce pays, la presse camerounaise a son rôle à jouer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on nous appelle le 4e pouvoir. Nous soutenons l'action gouvernementale, nous soutenons le chef de l'État et les institutions républicaines. Il est hors des questions que ces médias-là qui soutiennent, qui promeuvent, qui accompagnent l'action gouvernementale soient aujourd'hui piétinés, insultés, n'est-ce pas, aux yeux du monde. C'est inacceptable. Merci, M. Farala Teba. On voit quand même que vous êtes bien remonté, mais c'est là peut-être avec raison. Alors, nous allons prendre ce premier reportage. Nécrologie Cameroun, David Abouem Atchoyi, une vie consacrée à l'unité et au service public. C'est un reportage de Gérard Niaté. Oh, alléluia. Dans l'adoration, le Cameroun pleure la disparition d'un de ses fils les plus dévoués. Une carrière exemplaire au service de la nation. Né le 15 janvier 1944 à Kribi, David Abouem Atchoyi a marqué l'histoire administrative et politique du Cameroun. Diplômé en droit et formé à l'École nationale d'administration et de magistrature, j'ai nommé l'ENAM,
Il s'est distingué par son dévouement exceptionnel. Il a occupé des postes stratégiques, dont celui de gouverneur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans chacun de ses rôles, il a fait preuve d'une rigueur et d'un sens aigu du devoir, œuvrant pour la modernisation de l'administration. Alors, nous sommes de retour à la rétro. On va commencer par vous, monsieur Adelain Bengue. Alors, nous avons le décès de David Aboué-Mathieu. C'était quand même un membre quand même assez actif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et puis également membre, n'est-ce pas, de la commission du bilinguisme et multiculturalisme qui est décédé il y a quelques jours. Alors, on lui a rendu hommage et puis l'État camerounais lui a rendu hommage, notamment pour ses loyaux services. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette grande figure camerounaise? C'est un véritable carnet noir pour notre nation. Parce que au niveau où nous perdons un haut commis de l'État, un homme rompu à la tâche pour servir son pays, ancien secrétaire général à la présidence de la République et ministre et tout ce qu'il a pu, et au moment de son décès, membre de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous savez, on dit, lorsqu'un patriarche meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Nous retenons de lui un homme qui conciliant, un homme qui aimait véritablement la République et qui peut au moins témoigner du fait que le chef de l'État travaille. Car il a eu à me donner même certaines anecdotes où il a dit le chef de l'État l'appelait à 2 heures du matin. Il demande au chef de l'État à l'heure si qu'est-ce que je dois faire. Le chef de l'État lui dit mais vous avez beaucoup de choses. Donc c'est la voix de tout le monde. Nous retransmettons nos condoléances à sa famille nucléaire, à son village. Et bon, on le remet entre les mains de Dieu, mais nous retenons de lui que nous retenons toutes les bonnes actions qu'il a eu à mener pour que notre pays soit au niveau où nous sommes. Alors, monsieur Farel Ateba, David Aboué-Mathieu, qui était quand même assez régulier il y a quelques années dans les médias, aujourd'hui son décès, le département NUBAM lui a rendu également hommage. Que pensez-vous de cette figure emblématique quand même du Cameroun? D'abord, je m'incline devant la mémoire de l'illustre disparu. Monsieur David Aboué-Mathieu était un haut commis de l'État, l'a indiqué Adelain Bengue tout à l'heure, ancien gouverneur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ancien secrétaire général de la présidence de la République, membre du comité central du RDPC. Je voudrais dire ici que on n'a pas suffisamment exploité, n'est-ce pas, la carrure de l'homme, j'ai envie de dire l'influence, la confiance dont bénéficiait l'homme Aboué-Mathieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise aujourd'hui. Et d'ailleurs, Maître Akere Mouna, dans une déclaration abondamment partagée sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, est revenu sur le rôle que M. Aboué-Mathieu a manqué de jouer dans le cadre de la résolution définitive de la crise anglophone. Il faut dire que Aboué-Mathieu, n'est-ce pas, lorsqu'il était gouverneur des 2 régions anglophones, n'est-ce pas, jouissait d'une certaine confiance, certaine acceptation de la part des populations de ces régions-là. Et dans le cadre de la crise, au début de la crise anglophone, il s'était proposé, n'est-ce pas, d'accompagner, de jouer un rôle majeur, n'est-ce pas, pour résoudre cette crise. Malheureusement, sa proposition n'a pas été suffisamment acceptée, ou du moins a été bottée en touche par une certaine élite de ces régions-là. Il faut dire que Monsieur Aboué-Mathieu, n'est-ce pas, sa disparition est une très grande perte pour le Cameroun.
une très grande perte pour le renouveau, une très grande perte pour, n'est-ce pas, le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut également dire que Abouem Matchoui, n'est-ce pas, dans le cadre de ses interventions dans les médias, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il était régulier dans les médias. D'ailleurs, le 31 décembre dernier, il était encore sur le plateau d'une chaîne de télévision de la presse, place pour commenter, n'est-ce pas, l'adresse du chef de l'État à la nation. Il a d'ailleurs, pour ceux qui l'ont suivi, fait un éventail des propositions, voilà, allant dans le sens justement de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et il faut dire que Abouem Matchoui était un homme qui n'avait pas sa langue dans la poche. Il était un homme très sûr de lui-même, et lorsqu'il disait les choses, ce n'était pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes n'arrivaient pas véritablement à cerner sa position. Était-il vraiment pour, bien qu'appartenant officiellement au RDPC, mais partageait-il réellement l'idéologie du RDPC comme le font certains sur les plateaux de télévision? Non. C'était ce type d'homme que lorsqu'il constate que quelque chose ne marche pas, il dit que ça ne marche pas. Il ne cherche pas à satisfaire, n'est-ce pas, la hiérarchie du parti ou le président de la République lorsqu'il s'adresse, n'est-ce pas, à des Camerounais. Lorsqu'il s'adressait à des Camerounais, il prenait son temps pour dire un certain nombre de choses et pour dénoncer et apprécier ce qui était bien fait. Donc, que son âme repose en paix. Je prie l'Éternel d'accepter son âme dans sa félicité céleste, et surtout que l'héritage que M. Abouem nous a légué soit suffisamment exploité, parce que je sais que sur le plan éditorial, il a produit, il a laissé des contenus que nous autres devons suffisamment exploiter. Et je prie également que sa posture, non seulement d'homme d'État, mais davantage militant du RDPC éclairé et impartial, n'est-ce pas, puisse, je vais dire, inspirer les autres militants. Et pourquoi pas ces personnes-là qui promeuvent ou appellent à la pérennisation, à la préservation des acquis du renouveau, comme le fait M. Adelé Bengue, n'est-ce pas, que M. Adelé Bengue puisse se situer, n'est-ce pas, dans le sillage, dans le couloir de M. Abouem Matchoui. C'est-à-dire, au-delà d'appeler les Camerounais à se mobiliser pour la préservation de notre souverain bien commun qu'est le Cameroun, qu'ils puissent également dire aux Camerounais que ici, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché, non pas parce que les gens ne veulent pas faire, mais peut-être parce qu'il y a eu un manque de moyens, peut-être parce qu'il y a eu un manque de volonté, peut-être parce que... Donc, en fait, il faut être impartial. Et je crois que c'est ce qui caractérisait M. Abouem Matchoui. C'est ce qui faisait que l'opposition se reconnaissait en lui, le renouveau se reconnaissait en lui, et ça faisait de lui, n'est-ce pas, cet homme qui est aujourd'hui salué, apprécié à juste titre au moment où il nous quitte, et je crois que, n'est-ce pas, moi particulièrement, Monsieur Abouem Matchoui, je vais chercher ses écrits, et pourquoi pas écrire une tribune dans le but de lui rendre véritablement hommage. C'est vraiment hommage. Voilà, merci. Nous allons maintenant évoquer le genre au Cameroun. Alors, Société Cameroun, l'employabilité des femmes en question. C'est un reportage signé Julia Bomba. Les femmes ont fait des progrès dans l'accès au marché du travail, notamment dans des secteurs comme l'éducation, la santé et le commerce. Cependant, elles sont encore confrontées à des obstacles majeurs qui limitent leur employabilité. En dépit de leur présence dans ces secteurs, elles occupent souvent des postes précaires et sont sous-représentées dans les fonctions de direction. Les stéréotypes de genre jouent un rôle clé dans la marginalisation des femmes dans certains domaines professionnels. Ces préjugés limitent leur choix de carrière et leur accès à des secteurs dits masculins tels que l'ingénierie ou la construction. Par ailleurs, l'inégalité salariale reste un problème majeur avec des écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes, même dans des emplois similaires. La charge domestique largement assumée par les femmes constitue également un frein important à leur développement professionnel. Les attentes sociétales qui les placent en tant que principales responsables
responsables des tâches ménagères et de la gestion de la famille compliquent la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui réduit leurs opportunités de carrière. Face à ces défis, plusieurs initiatives ont été mises en place pour améliorer l'employabilité des femmes. Des programmes de formation et de soutien à l'entrepreneuriat féminin sont en cours, soutenus par le gouvernement et des organisations non gouvernementales. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour garantir l'égalité des chances et permettre aux femmes de s'épanouir pleinement sur le marché du travail au Cameroun. Alors, on parle de l'employabilité des femmes. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation. Nous abordons déjà bientôt, dans quelques semaines, la journée mondiale des droits des femmes, le 8 mars. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Adelin Bengue. On sait que vous travaillez beaucoup avec les femmes dans votre organisation. Aujourd'hui, est-ce que les femmes, aujourd'hui, on peut dire quelles ont leur quote-part, notamment dans la gestion publique et également le service public? C'est d'ailleurs très normal qu'elles soient là. Sans femmes, les femmes ont leur place dans la société et elles devraient même encore plus être impliquées dans le développement de notre société. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut, ce qui signifie que la femme a des capacités surnaturelles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors il faut juste l'amener à atteindre ses objectifs dans le bon sens. Ce qui fait que concernant la chose publique, la femme a bel et bien sa place. Donc, courage à ces femmes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de se mêler de l'affaire du développement, de quitter, de laisser, pas de laisser totalement, mais de ne pas se limiter au niveau de la cuisine et de venir se faire valoir au niveau du développement et parfois challenger nous les hommes qui parfois nous constatons que des femmes parfois sont plus intelligentes même que nous les hommes. Je le dis en tant que leader d'une organisation, lorsque les femmes s'y mêlent, lorsqu'elles ont la volonté de s'y mettre vraiment, c'est fabuleux ce que nous accomplissons avec l'apport des femmes dans notre société. Oui, alors aujourd'hui on évoque beaucoup le 50-50. Est-ce que selon vous c'est nécessaire de l'évoquer toujours à chaque fois qu'il y a peut-être une manifestation, une organisation ou l'organisation d'un atelier ou d'un forum? Quand on évoque le genre, on met toujours 50-50 au milieu. Aujourd'hui les femmes demandent peut-être l'égalité des chances, mais est-ce que 50-50 est réellement valable? Il est certes vrai que nous voulons que le taux de femmes augmente, mais au niveau de 50-50, c'est un peu compliqué puisqu'il y a des exigences sociétales où nous-mêmes nous savons que c'est des hommes qui peuvent gérer ce genre de choses. Je prends un exemple. Quand il y a la guerre, c'est vrai, des femmes ils vont pour la porte-porte et autres, mais au front, nous ne pouvons pas, c'est pas élégant. Et si il faut prendre sur 100 militaires, il faut prendre 50 femmes et 50 hommes, nous serons en sous-effectif pour pouvoir accomplir le devoir régalien. Donc, nous reconnaissons le dynamisme des femmes, nous reconnaissons, mais qu'elles aillent au moins à 30, que ça aille à 30-70, étant donné qu'elles ont déjà d'abord un rôle, celui-là d'encadrer les familles. Alors, c'est parfois très difficile de voir ces femmes-là encadrer la famille et revenir à la chose publique. Cela, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que vous allez constater que ces enfants aujourd'hui qui sont déconnectés de leur mère, c'est parce que la mère est sortie le matin, elle est rentrée le soir quand l'enfant dort, et l'enfant est élevé par une nounou. Vous voyez, ce qui fait que la mère va ressortir le matin, l'enfant va se lever, il ira à l'école, et la mère ira au travail. Quand l'enfant va rentrer, la mère va rentrer, va trouver que l'enfant ne passe plus 2 heures ou 3 heures de temps avec sa maman. La mère n'a plus le contrôle exact sur l'enfant. Bon, quand nous on grandissait, nous on savait que non, si tu ne vas pas, la mère sait que tu es à l'école à 14 heures, tu devrais rentrer quand on était au primaire. C'est-à-dire, si 15h30 te trouve dehors, tu devrais lui dire ce que tu faisais à 15h30. Bon, donc, ce qui fait que on nous a mené à accomplir des tâches, à puiser de l'eau, laver des assiettes sous le contrôle de nos mamans. Et ce qui fait aujourd'hui que lorsque la maman sort, la maman, avec beaucoup d'amour pour son fils, le fils maintenant
se permet de faire du n'importe quoi. Et lorsque parfois même la nounou va la reprendre, et c'est la maman qui vient encore dire à la nounou, non, c'est mon enfant, voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous assistons à ce que nous assistons. Donc, je voudrais dire que les femmes jouent un rôle capital pour l'éducation et la morale de nos enfants. Déjà, alors il ne faudrait pas qu'elles se déroulent de ce rôle capital qui est le leur et à venir trop s'ingérer dans une affaire, donc dans les affaires de la société, qui est d'abord normal, puisqu'elles ont... Les femmes devraient se limiter à certaines Non, tâches. elles ne devraient pas se limiter Nous avons à vu les Amazones déjà, la reine Ramalalova à Madagascar. Il y a des femmes quand même qui ont combattu pour plusieurs nations. Comment vous pouvez dire que les femmes passaient pendant que les hommes allaient en guerre? Vous savez, dans des peuples... Je suis d'accord, les Amazones, c'est un cas spécifique. Mais je parle de manière générale. Je dis, nous connaissons l'implication des femmes. Lorsque les femmes s'impliquent dans le bon sens, nous atteindrons assurément nos objectifs avec des femmes. Mais il serait difficile que ces femmes viennent et disent que vous les hommes, on doit se partager des tâches. Donc que c'est du 50-50. C'est bien beau de le penser, mais en réalité, les réalités sont tout autres que cela. On va y revenir dans une autre émission, monsieur Adelin. Voilà, Farah Lateba, on parle de l'employabilité des femmes, on parle également aujourd'hui de l'autonomisation des femmes. Vous savez, aujourd'hui, les femmes quand même essayent de se démarquer, déjà avec l'entrepreneuriat et puis également dans les fonctions quelque peu occupées dans l'administration. Et entre autres également aussi, nous avons des femmes qui se démarquent, certaines disent qu'elles sont féministes ou pas. Aujourd'hui, on évoque l'employabilité, l'autonomisation des femmes dans le milieu quelque part un peu camerounais. Est-ce que selon vous, elles peuvent dire, on peut dire qu'elles sont satisfaites ou bien il y a des réformes encore ajoutées? Non, non. Aucune satisfaction envisagée au deal. Les résultats, les derniers résultats de l'Institut national de la statistique, n'est-ce pas, donnent matière à s'interroger, donnent des sueurs froides ou alors font pleurer. Ce rapport, n'est-ce pas, révèle les inégalités entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas, sur le marché local du travail. Et il faut dire que selon ce rapport qui a été publié, la part de la main-d'œuvre, encore appelée taux de participation, n'est-ce pas, de la main-d'œuvre est élevée chez les hommes, soit 61,4% contre, n'est-ce pas, 47,3% chez les femmes. Cette participation inégalitaire, n'est-ce pas, fait qu'aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions. Adelin Bengue a dit tout à l'heure que nous sommes, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que les autres ont appelé la planète 50-50. Oui, ça, ce sont des slogans que les gens scandent, vous voyez, mais à l'épreuve de la réalité, il y a des disparités, il y a des dysfonctionnements, il y a des inégalités. Je suis de ceux qui pensent que la valorisation de la gente féminine commence à la maison. Adelin, lorsque vous avez des enfants à la maison, un garçon et une fille, commencez à inverser les rôles. C'est-à-dire que le garçon peut faire les travaux qui sont attribués à la fille. La fille peut faire les travaux attribués au garçon. Ça permet que dans la société, que l'enfant ne puisse pas se dire inférieur ou incapable de faire un certain nombre de choses. Nous sommes encore dans un pays où on estime qu'il y a un type de travaux réservés aux femmes et un type de travaux réservés aux hommes. Nous sommes dans une république où la femme est encore, je vais dire, n'a pas véritablement accès au foncier. Nous sommes, les chiffres parlent d'un taux de 41,7% de participation, je vais dire, d'accès au foncier de la part des femmes. Ce qui nous pousse à nous interroger. Hein? Même en termes de succession, très peu de parents acceptent que, n'est-ce pas, les filles les succèdent. Hein? C'est-à-dire que on se dit que Adelin Bengue dit à sa fille que toi tu vas aller en mariage. Tu vas aller en mariage. Donc, ce sont tes frères qui doivent rester avec toi ici. Donc, tu vas aller chez ton mari et puis c'est ton mari qui prendra soin de toi. Oubliant que
n'est-ce pas, la femme aussi peut succéder aux parents. La femme aussi peut gérer le patrimoine familial. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre le professeur Owonangini et le professeur Owonomfere, qui est la fille, n'est-ce pas, de feu Joseph Owona. En réalité, le professeur Owonamfege, qui est ancien d'université, n'est-ce pas, avait donné une conférence de presse il y a quelques jours, n'est-ce pas, dans la fondation Joseph Owona, et son frère cadet, n'est-ce pas, Owonangini, monte au créneau pour dire que comment Owonamfege peut utiliser, n'est-ce pas, un patrimoine familial, peut exhiber le patrimoine familial pour sa cause personnelle. Alors, on dirait que elle qui est la femme n'a pas droit, n'est-ce pas, n'a pas droit à l'héritage de son père. Ça, ce sont des choses qui aujourd'hui ne doivent plus exister dans notre société et au Cameroun particulièrement, parce que le Cameroun a eu à ratifier un certain nombre, n'est-ce pas, d'engagements, je vais dire d'instruments sur le plan international qui encadrent, n'est-ce pas, la prise en charge, l'occupation, l'employabilité de la femme. Et aujourd'hui, regardez même en termes de subventions, vous allez vous rendre compte que très peu de femmes bénéficient de subventions. Et même si certaines en bénéficient, ce sont des subventions, n'est-ce pas, conditionnées. Nous sommes encore dans un pays, dans une société où on conditionne la femme pour qu'elle puisse bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Nous sommes dans un pays où le droit de cuissage existe encore. Nous sommes dans un pays où on impose un certain nombre je vais dire, un certain nombre de conditions. Parce que je voudrais un peu masquer ce que je voulais dire, un certain nombre de conditions pour amener les femmes à bénéficier d'un certain nombre de largesses de faveur au sein de la société. J'en appelle, n'est-ce pas, à la prise de conscience non seulement de l'ensemble des Camerounais et de nos dirigeants en particulier, n'est-ce pas, pour que la femme camerounaise puisse avoir accès, 1, à l'emploi, à tout type d'emploi, 2, que la femme camerounaise puisse avoir accès au foncier, 3, que la femme camerounaise puisse avoir accès à la succession, que nous sortions un peu de cette stéréotype qui voudrait que, n'est-ce pas, la femme reste indéfiniment dans la cuisine, que la femme ne parle que des choses de la cuisine, que la femme ne parle que des affaires champêtres, des activités champêtres, qu'elle ne parle plus, n'est-ce pas, que la femme n'ait pas accès. Est-ce que ce n'est pas une histoire d'acculturation, par exemple? Mais justement, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que dans les sphères les grandes sphères de décision dans ce pays, très peu de femmes y ont accès. Regardez seulement au sein de notre gouvernement, il y a combien de femmes? Si nous sommes donc dans le cadre de ce que les autres appellent la planète 50-50, l'égalité de chance, l'égalité de chance, pourquoi dans les 7 mairies de Yaoundé, il n'y a même pas une seule femme maire? Voilà, effectivement. Sur les maires, combien de communes, le Cameroun a combien de communes? 200. On va vous dire qu'il y a des adjoints. On vous dira qu'il y a des adjoints femmes. 360 communes, on a combien de femmes? On vous dira qu'il y a des adjoints femmes quand même. Oui, il y a des adjoints femmes. Mais nous voulons à la tête des exécutifs communaux des femmes. Parce que nous savons que les femmes ont aussi des compétences. Odile, vous êtes une brillante présentatrice. Vous êtes une brillante journaliste. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que le promoteur de cette radio, n'est-ce pas, vous a mis en avant. C'est sur la base de cette télévision. Je vais dire de cette télévision, merci beaucoup. Vous a mis en avant. C'est justement parce que vous faites faites montre dans un certain nombre de non seulement d'engagement et de compétences. C'est pour cette raison que vous attribuez un certain nombre de responsabilités. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la femme a aussi les mêmes compétences que l'homme. Même si nous avouons que la femme a des faiblesses, des manquements sur le plan émotionnel, mais nous savons que la femme peut aussi faire ce que l'homme fait. Sur le plan professionnel, la femme, elle peut être enseignante, médecin, chef d'État, reine. La femme peut être journaliste, la femme peut être ingénieur, la femme peut être architecte. Que nous sortions un peu de ces considérations qui voudraient que la femme, n'est-ce pas, soit maintenue à des tâches inférieures, à des tâches moindres, à des tâches résiduelles, je vais dire, comment j'ai envie de dire ça? Résiduelles. Oui, résiduelles. Oui, mais qu'on essaie un peu de valoriser la femme, vous voyez, et que en termes, parce que j'ai suivi le reportage tout à l'heure, que les femmes puissent avoir accès
aux subventions de l'État dans le cadre de l'accompagnement de leurs projets. Parce qu'il y a des femmes chefs d'entreprise qui veulent être soutenues. Il y a des femmes qui ont les idées. Hein? Nous avons, n'est-ce pas, notre jeune sœur, Madame Moutelaine, je suppose qu'elle nous regarde. Oui, qui, n'est-ce pas, a des projets. Et qui doivent être accompagnés par les institutions de la République et toutes les âmes de bonne volonté. Je voudrais que les autres femmes puissent s'inspirer de cette dame-là qui sort aussi de ces, comment j'ai envie de dire ça, qui essaie de briser la glace en disant « je peux ». Qu'on ne me retienne pas, je peux aussi faire comme les hommes. Voilà, c'est comme si vous avez quelque chose à ajouter, monsieur. Oui, je voudrais dire, reprendre à mon frère Farel que c'est pas une réponse à tout. Mais je voudrais lui dire qu'il y a eu des mères femmes à Yaoundé. Ce qui signifie que si cet exercice dans les 7 communes n'ont pas eu, ce qui signifie qu'elles ont échoué, elles ont postulé. Bon. On ne les a pas assez soutenus, alors leur plan n'était pas... Oui, il y a des mêmes femmes. À l'instar, oui, à l'instar de Tomaino, elle est mère. On voulait dire que dans les 7 communes de Yaoundé, dans les 7 communes de Yaoundé, toutes les femmes qui ont postulé, c'est parce qu'elles étaient faibles, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas. À une époque, mais je voudrais vous dire, la place de la femme dans la société est non négligeable. Non, je suis au niveau de... Nous sommes dans une société d'inclusion. Je suis d'accord que la femme ait place dans la société. Ça, mais il y a des femmes présidents de section OF et DPC. Je suis d'accord. Nous avons Mme Simone Virginie. Nous avons même des femmes présidents. Oui, donc nous savons déjà. Je suis donc en train de vous dire que Madame le maire, c'est comme un concours. Ouais. Hein? Vous n'allez pas dire que puisque l'homme a eu 17, la femme a eu 16, il faudrait que la femme soit là. Hein? On reconnaît que la femme à son apport et que les femmes sont très dynamiques. Pas forcément parce qu'ils ont été élus. Et la femme soit très dynamique. Donc, je ne sais donc pourquoi pas une femme à la tête de la mairie de la ville de Yaoundé? Pourquoi pas? Je suis d'avis. Alors, celui qui est arrivé là, celui qui est arrivé là, sous le... La mairie de la ville de Yaoundé... Écoutez, celui qui est arrivé là, dans un pli fermé, et on peut aussi le remplacer par une femme, un pli fermé. Je suis d'accord qu'au niveau même de la mairie de Yaoundé, qu'on essaie de mettre aussi une femme. Puisque les hommes qui sont là, nous tous nous voyons ce qui se passe. Il a fallu qu'on crie pendant beaucoup d'années pour qu'on nous racle le rond-point Loncac. Quand on passait là avec des voitures, les rotules sautaient et les gens ont eu des crevaisons là. Donc, ce qui signifie que je pense, c'est pourquoi il dit, avec le dynamisme d'une femme, beaucoup de choses vont évoluer dans la société. Maintenant, au niveau des communes, nous espérons que la prochaine fois, les femmes seront soutenues pour qu'elles puissent accéder On peut aussi voir une femme vice-présidente du Sénat, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. On peut aussi voir une femme présidente du Conseil économique et social. Nous sommes d'accord. Merci, je sais que d'ici quelques semaines, nous allons entamer la semaine de la femme avec la semaine des droits des femmes. Vous serez, n'est-ce pas, ne vous inquiétez pas, vous serez invités sur nos plateaux. On va créer des plateaux spéciaux, n'est-ce pas, pour parler du rôle de la femme dans la société et notamment de sa conversion en tant que femme autonome. Alors nous allons prendre cet autre reportage qui nous vient du Tchad. Je crois quand même que M. Farel Ateba sera content de ce reportage. Coopération Tchad-France, le départ des troupes françaises fixé au 31 janvier 2025. C'est un reportage de Léa Nikras Nyandona. Au Tchad, suite à l'annulation de l'accord de coopération avec la France, le retrait total des troupes françaises est programmé pour le 31 janvier 2025. Ce processus s'accélère avec la restitution progressive des bases françaises d'Abéché et de Faya à l'armée tchadienne. Le gouvernement tchadien se félicite de ces 2 engagements au cours et précise que ce délai est définitif et non négociable. Si des retards surviennent dans l'exécution de cette feuille de route, il est crucial d'augmenter la vitesse du retrait. La date limite pour le retrait complet des forces françaises de Tchad reste fixée au 31 janvier sans possibilité de modification. Les accords dénoncés concernent uniquement les aspects militaires et sécuritaires entre les 2 nations, tandis que les autres domaines de coopération demeurent intacts. Cependant, les autorités tchadiennes critiquent les propos condescendants des responsables français qui exacerbent les sentiments anti-français en Afrique. Le Tchad est désormais le pays sahélien à accueillir des forces françaises après avoir rompu l'accord de coopération en matière de sécurité et de défense signé le 29 novembre 2024. Selon le gouvernement tchadien, cet accord est établi à une époque différente et ne correspondant plus aux besoins actuels en matière de souveraineté nationale.
l'État de Cameroun qui, quelque part, du côté sécuritaire et militaire, semble un peu ébranlé. Nous avons suivi les propos quelque peu condescendants, comme l'a souligné le reportage du président français Emmanuel Macron, notamment concernant la colonisation, ce qu'elle aurait apporté à l'Afrique. Alors, M. Farel Ateba, aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, ce désengagement qui se fait petit à petit, progressivement, n'est-ce pas, du côté militaire de l'Afrique et de la France. Quelque part, c'est un divorce ou bien ce sera une nouvelle vision, une dynamisation peut-être de la nouvelle gestion militaire africaine, quand on sait aujourd'hui que le Sahel, aujourd'hui, veut complètement se détacher de la France. On ne peut pas définitivement rompre la coopération avec la France qui, n'est-ce pas, reste un partenaire majeur, n'est-ce pas, pour le développement, le processus de développement des États africains et particulièrement le Tchad. Et il faut dire que le départ des troupes je veux dire de l'armée française du territoire tchadien fait suite à un certain nombre des dysfonctionnements observés, d'irrégularités observées dans le cadre des accords militaires signés antérieurement, n'est-ce pas, par les anciens chefs d'État et la France. Ces accords-là ne correspondaient plus, n'est-ce pas, à la souveraineté nationale, non seulement des États africains et du Tchad particulièrement. Il était donc question pour le Tchad de pouvoir conquérir définitivement sa souveraineté militaire, sur le plan militaire, et de pouvoir, n'est-ce pas, diversifier la coopération avec la coopération internationale. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'il y a la Russie qui se positionne de l'autre côté pour accompagner les États du Sahel, n'est-ce pas? D'ailleurs, le président Faustin Archange Touadéra, n'est-ce pas, était du côté du Kremlin dans le but, bien sûr, de voir dans quelle mesure tisser de nouveaux accords avec la Russie. Et le président, le maréchal, n'est-ce pas, Idriss Déby, est justement dans cette dynamique-là qui voudrait que les États africains puissent être indépendant sur le plan militaire, parce que à mon sens, de mon point de vue, la présence des militaires français en Afrique, des bases militaires en Afrique, ne nous rapporte absolument rien. Ne nous rapporte absolument rien, parce que la présence, parce que ces militaires là, au moment où le Tchad a souvent été attaqué par les groupes djihadistes, des bandes armées, pourquoi est-ce que ces militaires n'ont pas pu intervenir? Ça veut tout simplement dire que, de mon point de vue, ces militaires-là jouaient un grand rôle, non seulement pour accompagner les bandes armées qui déstabilisent les États, qui déstabilisent les chefs d'État. Il est donc question, n'est-ce pas, de rompre momentanément. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on rejette la France, hein. La France a fort apporté, n'est-ce pas, aux États africains, n'est-ce pas, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique. Et d'ailleurs, la géopolitique internationale voudrait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'on puisse s'accommoder, s'arrimer, n'est-ce pas, aux nouvelles dynamiques militaire. C'est-à-dire que la France, qui a une technologie poussée sur le plan de l'armement, n'est-ce pas, peut accompagner les États africains, la Russie, la Chine également, mais de là à venir installer les bases militaires sur les territoires africains, ça cause problème. Mais Odile, j'ai envie de vous dire que ce qui est arrivé au Tchad, n'est-ce pas, nous guette, ce qui arrive aux autres nous guette. Est-ce que vous savez qu'il y a, n'est-ce pas, une base militaire au Cameroun? Une base militaire française au Cameroun. Dans la ville de Garoua. Et justement, ils ont même, n'est-ce pas, une base du côté de Douala, en allant vers, vous appelez ça quoi, Yabassi. Ils ont une base là-bas. Mais ils évoquent beaucoup le sentiment anti-français en Afrique ces dernières années. Écoutez, le sentiment anti-français vient du fait que les Africains ont constaté ce jeu de dupes entre la France et les États africains. En réalité, vous vous rendez compte que la France pille surabondamment les États africains, mais ces États-là ne bénéficient de rien. Vous ne pouvez pas faire que le sous-sol, par exemple, le sous-sol ivoirien,
qui a aujourd'hui appartient à la France, le cacao ivoirien. Quelqu'un disait même sur les réseaux sociaux que même la présidence de la République, là, le palais présidentiel. On n'est pas sûr. Écoutez, c'est pas une certitude, monsieur Farrell. Bon, ok. Vous allez donc vous rendre compte que le patrimoine ivoirien, n'est-ce pas, appartient au moins à 60%, revient à 60% à l'État français. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos anciens chefs d'État ont été dupés. Et il est donc question qu'avec la prise de conscience, que l'on puisse remettre ça sur la table. Et je voudrais ici saluer, n'est-ce pas, l'action du président de la République, qui a, n'est-ce pas, refusé de reconduire certains accords coloniaux avec la France. Et nous sommes aujourd'hui liés, puisque nous sommes en train de nous débarrasser de l'armée française, nous sommes aujourd'hui liés avec ce pays par la monnaie. Et je voudrais qu'un jour, n'est-ce pas, que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de cet esclavage, de ces liens, n'est-ce pas, qui nous maintiennent dans la pauvreté, le franc CFA, que nous nous disions qu'au-delà de chasser, n'est-ce pas, les troupes militaires de la France, nous puissions également, n'est-ce pas, chasser. Pourquoi? Parce que sortir définitivement du franc CFA et d'adopter une autre monnaie. Je crois que, n'est-ce pas, du côté de l'Afrique de l'Ouest, ils sont arrivés avec l'éco qui malheureusement n'a pas prospérer parce que, n'est-ce pas, le fondement était léger. Donc, je salue le départ des militaires français du territoire tchadien et je crois que dans quelques jours ce sera en Côte d'Ivoire également. Je crois que les États du Sahel l'ont compris et que que ce soit également en réalité qu'il y a une sorte d'enchaînement dans les autres États, hein, que ce virus-là puisse contaminer les autres États et particulièrement le nôtre, le Cameroun. C'est pas qu'on a véritablement un problème contre la France, c'est pas qu'on a en envers la France. Nous avons d'ailleurs le Cameroun nous exprimons en français d'ailleurs, il faut le souligner. Le Cameroun entretient de bons rapports avec la France et les États africains également. L'Alliance française, l'Agence française de développement, et il y a qui apporte, effectivement, à travers le programme C2D, voilà, qui apporte, n'est-ce pas, du soutien, j'avais dit un soutien magistral pour le développement du Cameroun. Et je voudrais dire que c'est pas que nous chassons nous refusons la France, nous acceptons les accords avec ces pays qui veulent nous aider à se développer, mais ce que nous refusons, c'est qu'on nous maintienne définitivement dans la pauvreté, qu'on nous maintienne, qu'on nous contrôle en tout. Hein, c'est-à-dire que même sur le plan militaire, c'est-à-dire que si ce n'est pas l'armement français que nous utilisons, on ne doit pas aller prendre quelqu'un d'autre. Ou alors sinon, si on n'attribue pas les marchés aux entreprises françaises, on ne doit pas prendre quelqu'un d'autre. Nous pensons que, n'est-ce pas, un État peut se développer en diversifiant ses rapports avec les autres États. Que ce ne soit pas, n'est-ce pas, une sorte de contrôle du grand maître, hein, du grand souverain, hein, mais plutôt que ce soit des rapports réciproques entre deux États qui se respectent, mais non un État qui se croit au-dessus de l'autre. Oui, monsieur Adelin Bengue, tout à l'heure, on a suivi dans le reportage la République tchadienne qui se plaignait un peu de la condescendance de la France et de l'évocation du sentiment anti-français dont montre la France aujourd'hui face aux Africains. Selon vous, le retrait de ces troupes militaires dans le volet sécuritaire est-il nécessaire? Bien sûr, si le Tchad est souverain et le Tchad estime qu'ils peuvent assurer leur propre défense, quel est le problème? Maintenant, parlant des discours avec condescendance du jeune Macron, nous ne savons pas. Bon, nous prenons ça comme des paroles de jeunesse, puisqu'il est jeune. C'est normal. Quand il va demander à ce que les Africains aillent leur dire merci, merci sur quoi? De nous avoir dit qu'un homme peut aimer un homme, une femme peut épouser une femme. On ne sait pas comment ils vont faire pour avoir des enfants. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas montré ce mécanisme. C'est ce genre de merci qu'on devrait leur dire. C'est leur dire merci d'avoir pillé nos terres. On ne sait pas. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que le Tchad estime que c'est de la supercherie. Et ils ont découvert que c'est de la supercherie. Ils estiment que non. Il faudrait qu'ils se retirent eux-mêmes. Ils assurent. Parce que vous ne pouvez pas savoir la présence
de ces militaires français sur le sol, nos sols africains, ce que ça coûte à nos États, puisque ce sont nos États qui payent encore ces gens. Parfois, ils ont des salaires mirobolants que nos propres éléments même ne peuvent pas en avoir. Ils ont des privilèges que nos propres éléments ne peuvent pas. On les appelle les coopérants, des experts et tout. On ne sait même pas. C'est comme ça qu'ils pillent nos ressources. Je ne sais pas si je viens à Yagua, je connaîtrais les réalités de Yagua plus que vous, Odile. Donc, quand ils disent qu'ils sont experts, je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils savent de nos réalités. Donc, mais ils envoient des chercheurs quand même. Vous savez quand même que des universitaires, des chercheurs viennent ici au Cameroun faire des recherches, des thèses même de doctorat sont émises. Nous sommes donc d'accord. Il est donc question que la France ne devrait pas s'enorgueillir. On leur a demandé de partir, c'est normal. Et on ne les a pas chassés, on n'a pas dit on vous déclare la guerre. On dit non, nous pensons que nous aussi nous avons mûri pour essayer d'assurer nous-mêmes notre sécurité. Si ça nous dépasse, nous allons vous appeler. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, nous allons coopérer. Merci, M. Adelin Bengue. Nous allons prendre ce dernier reportage avant de nous quitter. Société RDC, des Chinois condamnés pour exploitation illicite des minerais en RDC. C'est un reportage de Roméo Bessala. La justice congolaise poursuit les Chinois en tout pour 7 accusations. Exploitation illicite des minerais, blanchiment des capitaux, séjour irrégulier, fraude et pillatage des ressources minières et détention illicite des substances minérales. Les faits se sont déroulés à Walungu, au sud du Kivu, et la justice assure que le procès sera équitable. Les citoyens chinois interpellés l'ont été dans le cadre de la violation des droits de la République démocratique du Congo. Ce procès intervient alors que les coups de filet contre les auteurs de trafic de minerais se multiplient. Il y a quelques semaines, 17 autres Chinois avaient été arrêtés pour exploitation illégale des minerais. Un trafic qui menace l'environnement par la pollution des cours d'eau dans la région du Sud Kivu et à l'origine de la population privée de ses ressources minières et d'infrastructures. L'avocat de la partie civile, Christian Wandula, exige une réparation des préjudices causés par les sociétés chinoises. La population, représentée aujourd'hui par son conseil, ne se fatiguera jusqu'à ce que l'on indique cette histoire des Chinois ou d'exploitation illicite des Chinois qui pilent des minerais le jour sans contrepartie. Un soulagement pour la population qui attend normalement soit la condamnation et pourquoi pas la restitution de tous ces minerais pilés. Ces ressortissants chinois ont été arrêtés le 4 janvier dernier en possession de 10 lingots d'or et de 400 000 $ en liquide. Le gouverneur de la région du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourissi Sadiki, s'engage à remettre de l'ordre dans le secteur, en notant que des mesures ont été prises pour essayer de faire en sorte que le trafic, du moins l'exploitation de l'or, soit systématisée et légalisée et que les exploitants étrangers, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, puissent être protégés. Ce procès est historique en République démocratique du Congo, surtout en cette province du Sud Kivu où les autorités ont dénombré en juin dernier 547 entreprises qui exploitent illégalement les minerais en République démocratique du Congo. En juillet dernier, la région avait suspendu toutes les activités minières. L'issue de ce procès sera suivie de près par l'opinion publique congolaise et internationale car elle pourrait avoir des implications importantes pour la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'exploitation illégale des minerais, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo a été, n'est-ce pas, mise en exergue dans un procès avec certains Chinois, ressortissants chinois, n'est-ce pas, au Sud Kivu, qui ont été pris avec 10 lingots d'or et 400 000 $. Et puis on se rend compte qu'il y a 747 entreprises illégales qui exploitent les minerais. Monsieur Farel Ateba, on va commencer par vous. On parle d'exploitation de ressources minières, également de certaines infrastructures. Est-ce que selon vous, avec cet accord qui a été commis avec la Chine, quand on sait qu'aujourd'hui la Chine s'est ouverte à l'Afrique, on a vu récemment le chef de l'État camerounais opérer un voyage, n'est-ce pas, en Chine pour signer de nouveaux accords. Il y a même, n'est-ce pas, un avion qui a été acheté. Et voilà, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que certains Chinois, ressortissants chinois, on va pas dire la majorité, abusent un peu, n'est-ce pas, de certains pays africains, notamment des pays ayant des richesses minières? Oui, en fait, l'Afrique aujourd'hui est devenue le terreau fertile
n'est-ce pas, de ces nations-là qui pensent que elles peuvent nous exploiter, faire ce qu'elles veulent sur notre territoire impunément. En réalité, ce qui arrive aux Chinois au Congo, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Pourquoi je le dis? Et Odile, je voudrais faire une transposition, je voudrais un peu revenir au Cameroun. Est-ce que vous savez ce que les Chinois font à l'est du Cameroun? Je voudrais dire pour la gouverne des Camerounais, je regardais un documentaire sur la télévision Sud Premier qui nous révèle que les Chinois ont, n'est-ce pas, acheté près de 50 km de forêt. C'est-à-dire que l'État du Cameroun aurait attribué 50 km de forêt à une entreprise chinoise à l'est du Cameroun, près de Mindourou. De ce côté, ceux qui occupaient les autochtones qui ont été, n'est-ce pas, expropriés de ce côté-là, n'ont pas été non seulement dédommagés ou indemnisés, ils n'ont pas été recasés. Ceux qui ont même fui, n'est-ce pas, qui ont trouvé refuge dans les forêts, sont aujourd'hui pourchassés par les Chinois et leurs alcoolites camerounais. En réalité, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand les entreprises chinoises viennent achètent n'est-ce pas, la forêt à l'est, non seulement c'est pour exploiter notre bois, c'est pour exploiter les minéraux. Et l'exploitation là-bas, Odile, se fait de manière artisanale. C'est-à-dire que les gars utilisent la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire qu'ils utilisent les Camerounais comme des esclaves. Il faut voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent là-bas. Ils ne reversent rien aux communes. Regardez seulement la commune de Mindourou, qui devrait être aujourd'hui l'une des communes, ça veut dire, je vais même dire, la commune la plus prospère au Cameroun. Non seulement en termes d'exploitation forestière, l'exploitation des minéraux, mais aujourd'hui, allez à Mindourou, allez voir, causer avec le maire. Il vous dit qu'il n'a pas de coup de France. Pourquoi? Parce que il est lié. Quand il veut se déployer, l'appel vient de Yaoundé. On lui dit, monsieur, attention, il s'agit de... En réalité, quand vous voyez une entreprise chinoise au Cameroun, Odile, allez voir, allez savoir qui est derrière cette entreprise. Vous allez comprendre que ça peut être peut-être un directeur général, c'est peut-être un ministre, un conseiller spécial, un ceci, un colonel, un général. C'est comme ça que ces gars opèrent sur nos territoires. En réalité, ce qui se passe au Congo devrait inspirer les autres États africains et particulièrement le Cameroun. Il n'y a même pas que le domaine des minéraux, l'exploitation des minéraux. Et regardez seulement les marchés de construction de nos routes. Regardez les conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent. En réalité, Odile, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque nous signons des accords avec certains pays, ce n'est pas parce que nous voulons à tout prix satisfaire une partie ou parce que nous voulons sortir du joug, n'est-ce pas, de notre pays pour entrer de l'autre côté, que nous allons brader le patrimoine de toute une nation. Tout à fait. Ce qui se passe à l'est du Cameroun est inacceptable. Ce que les Chinois font à l'est du Cameroun est inacceptable. Il y a des Camerounais qui meurent là-bas tous les jours. Personne n'en parle. Les jeunes enfants, les entreprises chinoises, les jeunes enfants vont travailler dans des mines, ils ne vont même pas à l'école. Voilà. Et nos autorités savent tout ce que nous disons ici aujourd'hui. Mais personne ne lève le petit doigt. Personne ne veut sanctionner ces entreprises. Pourquoi? Parce que les gars tirent des dividendes, n'est-ce pas, de cette surexploitation, la main-d'œuvre locale, les Camerounais et tout et tout. Et je voudrais dire que, Odile, regardez comment les gars commercialisent nos ressources. Lorsque ces gars réussissent à extraire l'or, le diamant, le cobalt et tout, oui, et tout et tout. Oui, monsieur Farrell, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Oui, je conclue. Oui, concluez. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, Odile, ces gars, quand il faut les voir, quand ils partent, quand ils voyagent, quand ils rentrent avec ces choses chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contrôlés à l'aéroport. On s'en fout éperdument. On sait déjà qu'ils ont leur licence d'exploitation. Voilà. Donc ils sont soutenus par des gouvernants. En quelques phrases, n'est-ce pas, c'est inacceptable. La province du Nord que vous exploitez, il y a un procès quand même. On parle de restitution, n'est-ce pas, de biens, voilà, des minerais qui ont été pris, n'est-ce pas, de manière inadaptée. Alors que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette réaction de la RDC? Non, la RDC est en train de nous montrer un exemple que ces gens qui viennent seulement ne sont pas des enfants de cœur.
Ils viennent pas seulement parce qu'ils nous aiment, ils viennent pour nous exploiter. Et par conséquent, lorsqu'ils le font dans un mauvais sens, ils devraient être sanctionnés à la dernière énergie. Voilà. Et c'est ce que nous devons transposer même au Cameroun. D'accord. Un dernier mot, votre actualité, le 11 février, vous avez parlé tout à l'heure. Oui, et le 11 février, le MOCAR est impliqué dans l'organisation de la fête de la 59e édition de la fête de la jeunesse sous la supervision générale de monsieur le gouverneur de la région du centre. Et le MOCAR se déploie également pour défiler dans les chefs-lieux de département, dans certains arrondissements. Et également, nous apprêtons l'anniversaire du chef de l'État, qui se déroulera 2 jours après, le 13 février. Voilà. Donc, nous sommes au four et au moulin. Et je dis beaucoup de courage à mes frères. Alors, monsieur, un dernier mot, Farel Ateba, le CFC, alors que faut-il penser? Alors, je voudrais donc sortir, comme vous me permettez, n'est-ce pas, de conclure par ce sujet-là. En fait, ce que je voudrais dire, il faut un réaménagement du côté du centre de formalité de création d'entreprises. À défaut donc de réaménager parce qu'on veut protéger, n'est-ce pas, X et Y, il faut un bon suivi. Il faut un bon contrôle de la gestion de ceux qui sont à la tête de cette institution. Ça ne va plus du côté du centre de formalité de création d'entreprise. Non seulement les usagers ne savent plus à quel sens vouer, deuxièmement, les ressources collectées ne sont pas reversées au trésor public. Et ceux qui font ces choses-là ne sont pas inquiétés. On se pose la question de savoir s'ils le font, n'est-ce pas, au grand mépris de la loi. Qui protège ces gens? À qui profite tout ce désordre qu'on observe actuellement au centre du cours de formalité de création? Est-ce que vous avez un mot à adresser au chef de centre? J'ai envie de dire à cette dame que il y a un proverbe africain qui dit que les mouches ne se baladent pas à la fête des balais. Vous vous êtes retrouvés au mauvais endroit et vous vous êtes retrouvés en train de faire les mauvaises choses. Quand le balai va passer, j'ai bien peur. Vous allez plus. Merci de nous avoir suivis. Nous avons donc au thème de cette émission. On se dit à dimanche prochain. Merci à toute l'équipe. On va dire merci, n'est-ce pas, à monsieur Kevin. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Igor Biolé, à son épouse, madame Catherine Biolé. On se dit à dimanche prochain. Surtout, restez scotchés sur Regarde Afrique TV. Mais ne partez pas, car après, nous avons Récap l'actu, l'émission de Serge Kapamba et ses analystes. Passez un bon dimanche et surtout, soyez sages.